Cette histoire reprend les événements du chapitre précédent, débutant par une poursuite entre le faux dieu du soleil et l'équipage du chapeau de paille. Il s'avère que ce faux dieu du soleil n'est pas le prince Loki, mais plutôt l'un des commandants subordonnés de Loki. Ce commandant a pour mission de protéger le faux royaume d'Elbaf qu'ils sont créés. Ici, un flashback des souvenirs du faux dieu du soleil révèle son admiration pour le prince Loki. Ce flashback ne montre pas seulement quelques souvenirs rapides, mais dévoile également tout le grand plan et les ambitions de Loki. Dans ce flashback, on voit le prince Loki faire un discours devant son peuple. C'est un personnage plein de grandes ambitions, dont l'objectif principal est de conquérir le monde. Loki se considère comme le dieu suprême, et il est le cerveau derrière la création du royaume de Lego, où Luffy et ses amis se trouvent actuellement. De là, Loki ressent la satisfaction de contrôler et de diriger les choses à sa guise. Ses ambitions évoluent pour viser la domination du monde réel. Loki est un personnage dont les rêves ressemblent à ceux de Rox Dixebeck, Marshall D. Teach et Shiki le Lion d'Or. Ils partagent tous le désir de se tenir au sommet du pouvoir mondial. Cependant, Loki est conscient que, avant de pouvoir conquérir le monde, il doit d'abord maîtriser Elbaf. C'est un individu rusé et calculateur, qui sait comment avancer prudemment pour atteindre son grand objectif de dominer le monde. Maîtriser le royaume d'Elbaf est la première étape pour réaliser l'ambition de Loki de conquérir le monde. Cependant, Loki sait bien que ce ne sera pas une tâche facile. Le pouvoir et l'influence du roi d'Elbaf sont encore très grands, rendant un coup d'état direct difficile à envisager. De plus, les frères et sœurs de Loki sont également très puissants et exercent une grande influence auprès du roi actuel d'Elbaf. Bien que Loki ait réussi à constituer un groupe de partisans important à Elbaf, ses forces restent en infériorité numérique par rapport à l'armée du roi. C'est pourquoi, malgré le fait que Loki ait souvent semé le trouble et le chaos, il n'a pas encore ouvertement exprimé son intention de mener un coup d'état. Loki nourrit toujours l'ambition de prendre le pouvoir, mais il attend que ses préparatifs soient terminés. Il attend le moment propice pour agir, et ce moment approche. Loki a préparé une grande armée située hors de l'île d'Elbaf. Grâce à son ingéniosité et à sa ruse, il a réussi à rassembler des ennemis du peuple d'Elbaf provenant de l'extérieur pour conspirer avec lui en vue de renverser le roi. La première étape que Loki a franchie a été de réunir les vestiges des anciens géants, connus dans l'histoire sous le nom d'Or. Dans le passé, il y avait des conflits entre les anciens géants et les géants ordinaires d'Elbaf, ce qui en a fait des ennemis de génération en génération. Loki connaît bien cette histoire. Pendant des années, il a tissé des relations avec certains membres de la race des Ors vivant hors d'Elbaf. Bien que Loki soit originaire d'Elbaf, il a réussi à collaborer avec les Ors pour prendre le contrôle du royaume d'Elbaf. La manipulation et la tromperie sont en effet des traits caractéristiques de Loki, similaires à ceux du dieu Loki dans la mythologie nordique. Bien que le nombre des Ors restants soit limité, leur force est considérable. En général, la race des Ors est plus puissante que celle des géants d'Elbaf en raison de leur taille beaucoup plus imposante. Ainsi, l'armée des Ors que Loki a formée représente une menace sérieuse pour Elbaf. De plus, Loki a également établi une alliance avec un autre royaume de géants situé dans la région de Warlen. Il s'avère que les géants ne vivent pas uniquement à Elbaf. Bien que cette terre ne soit pas aussi grande que l'île d'Elbaf, elle voit ce dernier comme un ennemi en raison de son sentiment d'infériorité, que ce soit en termes de puissance ou de grandeur. Loki a saisi cette opportunité et a formé une alliance secrète avec ce royaume de géants pour attaquer Elbaf au moment opportun. Loki a réussi à les convaincre que, bien qu'il soit originaire d'Elbaf, il est différent des autres géants de ce royaume. En outre, Loki a également recruté des alliés parmi les humains ordinaires qui nourrissent une rancune envers les géants d'Elbaf. De nombreuses personnes détestent les géants pour diverses raisons, et Loki a utilisé cette haine pour les attirer dans son camp. L'intelligence et la capacité de manipulation de Loki jouent un rôle essentiel dans son plan. Bien que Loki soit un géant, il a réussi à gagner la confiance des gens, et même à les faire rejoindre ses rangs. Ces alliés seront utilisés par Loki pour affronter le royaume d'Elbaf en tant que première étape de son ambition de conquérir le monde. De plus, Loki possède un autre allié encore plus puissant, un homme avec des cicatrices de brûlure, qui détient le dernier Rod Poneglyph. Loki comprend que pour dominer le monde, il doit d'abord trouver le One Piece. Pour cela, il a besoin des 4 Rod Poneglyph, et l'un d'entre eux appartient à l'homme avec la cicatrice brûlée. Grâce à ses connexions dans le monde souterrain, Loki a la possibilité de rencontrer cet homme. Loki a pris conscience de l'importance du One Piece et des Rod Poneglyph après avoir lu des ouvrages cruciaux dans la bibliothèque d'Elbaf. Après que tous les livres d'Ohara ont été transférés à Elbaf, une nouvelle bibliothèque a été fondée dans le pays des géants. Vegapunk, qui s'y est rendu pour lire ses ouvrages, a ainsi appris de nombreuses vérités importantes sur le monde de One Piece. Lors d'une de ses interventions, Vegapunk a révélé une partie de ses connaissances sur ce monde mystérieux. En tant que prince, Loki a eu accès à cette bibliothèque et a également lu ses livres. Au départ, Saul, qui gère la bibliothèque, ignorait les ambitions de Loki de dominer le monde et l'a donc laissé lire librement. C'est ainsi que Loki a acquis des informations cruciales sur le monde et a pris la décision de se lancer à la recherche du One Piece pour conquérir le monde. Avec de puissants alliés, dont l'homme à la cicatrice brûlée,
Loki est sur le point de faire son premier pas en prenant le contrôle d'Elbaf. Cet homme mystérieux est arrivé à Elbaf avec son équipage. Lafitte avait déjà mentionné des rumeurs selon lesquelles cet homme possédait un navire noir. Un navire de cette couleur montre qu'il ne voyage pas seul, mais est à la tête d'un puissant équipage de pirates. Ils agissent en secret et n'apparaissent que lors d'événements particuliers. L'équipage de l'homme avec la cicatrice est composé de personnes qui haïssent le gouvernement mondial. Parmi eux, il y a un membre de la race Lunaria qui a survécu en dehors de King. Ce Lunaria nourrit une grande rancune contre le gouvernement mondial. De plus, il y a un membre de la race aux 3 yeux qui a éveillé le pouvoir de son 3e œil. Cette personne était autrefois pourchassée par le gouvernement mondial en raison de son pouvoir oculaire impressionnant. Elle possède également des compétences de combat redoutables, étant également utilisatrice d'un fruit du démon. Ensuite, il y a aussi un membre de la race Bokanir comme Kuma. La force de cette personne dépasse même celle de Kuma. En plus de ces 3-là, il y a d'autres membres d'équipage dirigés par l'homme avec la cicatrice. Ils se rendront tous à Elbaf et seront du côté de Loki dans la bataille contre le royaume d'Elbaf. L'équipage du chapeau de paille prendra également part à cette bataille pour affronter le prince Loki et l'homme avec la cicatrice. À ce moment-là, les compétences de Luffy auront probablement augmenté, car il maîtrisera encore mieux le pouvoir du dieu soleil Nika à Elbaf, ce qui lui permettra de faire face à ces 2 puissantes forces. Cette bataille sera une lutte pour le Road Poneglyph. Si Luffy gagne, il obtiendra le dernier Road Poneglyph détenu par l'homme avec la cicatrice. Et si Luffy perd, Loki et cet homme prendront toutes les copies des Road Poneglyph que Luffy possède. Bien sûr, nous croyons que Luffy sortira victorieux de cette bataille, complétant ainsi sa collection de Road Poneglyph. Non seulement Luffy sera impliqué dans cette bataille, mais tous les membres de son équipage le seront également. Chaque membre de l'équipage du chapeau de paille aura son propre adversaire. Zoro par exemple affrontera le membre de la race Lunaria mentionné précédemment. Zoro a déjà de l'expérience contre la race Lunaria à Wano, lorsqu'il a combattu King. Cependant, ce Lunaria est beaucoup plus puissant que King, rendant ce combat plus difficile. Sanji affrontera le membre de la race aux 3 yeux. Le pouvoir actif de son 3e œil ne lui permet pas seulement de lire les écritures du Road Poneglyph, mais lui donne aussi une supervision et des capacités de combat élevées. Cela en fait un adversaire idéal pour Sanji, qui excelle dans le haki de l'observation Kenbunshoku Haki. En ce temps, Jinbei affrontera le membre de la race Buccaneer. Ils se battront avec leur force physique et comme ce Buccaneer maîtrise également les arts martiaux. Ce duel sera équilibré avec les compétences de karaté de l'homme-poisson de Jinbei. Comme dans la guerre de Wano, chaque membre de l'équipage de Luffy aura son propre moment de gloire. Voici donc quelques éléments intéressants du chapitre 1129. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous.